Merci de votre présence. Nous allons discuter avec nos trois invités du sujet « Comment conjurer l'abstention ». Donc, je m'appelle Marc-Olivier Padis, je suis directeur des études de Terra Nova et je suis très heureux de vous accueillir pour cette discussion et d'accueillir nos trois invités. Nous sommes ensemble pour 1h30, nous allons débattre en gros 1 heure et puis on vous donnera la parole pour interroger directement nos panélistes. Je dis, avant de commencer, vous avez peut-être remarqué sur les panneaux un flashcode qui est aussi présent sur la dernière page du dépliant du programme. C'est un flashcode qui vous renvoie en fait vers le site internet de Terra Nova. Vous pouvez aussi vous connecter directement sur tnova.fr. Et c'est une enquête participative que nous faisons. C'est un format tout à fait inédit en France. Et on révélera les résultats de cette enquête ce soir. Donc vous avez encore tout l'après-midi pour voter et faire voter. C'est un système où vous pouvez voter à des propositions qui sont faites par les participants au sondage eux-mêmes. Donc c'est un format tout à fait original. C'est aussi une occasion de découvrir cela. Alors, comment conjurer l'abstention? Je vais vous présenter d'abord nos trois invités. Donc à côté de moi, Laurence Denervaux, qui est directrice de Destin commun, et elle vous présentera d'un mot elle-même cette association tout de suite. Ensuite, à côté d'elle, Nicolas Duvou, qui est universitaire et chercheur, sociologue à Paris 8. C'est un spécialiste des inégalités. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment le dernier qui vient de paraître, qui s'appelle « L'avenir confisqué ». Inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine au PUF, que vous pouvez trouver à la librairie qui est dans la salle à côté. Et je vous recommande d'ailleurs vivement de regarder la table du libraire qui est très très bien composée et qui présente des livres très intéressants. Et enfin, Jean-Daniel Lévy, à côté de moi, merci de nous avoir rejoints aussi, qui est directeur délégué de l'Institut Harris Interactive France. Alors, l'abstention, on peut dire, c'est sans doute le symptôme le plus évident du malaise démocratique aujourd'hui. On a dit ce matin qu'on atteignait dans certaines élections, et même des élections qui étaient réputées intéresser particulièrement les électeurs, comme les élections présidentielles, parfois 50% d'abstention, qui sont des niveaux très très forts qu'on n'avait pas observés jusqu'à présent. Et donc, c'est le sujet de nos rencontres ici, place de la démocratie, crise et renouveau de la démocratie. Est-ce que c'est vraiment le critère le plus évident de la crise de la démocratie, le refus de participer aux élections? Donc, on va se concentrer sur ce sujet dans cette table ronde. Donc, les élections, c'est le moment où le peuple souverain s'exprime, mais s'il refuse de s'exprimer, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est dans un système démocratique? Mais l'exercice du commentaire est quand même difficile, puisqu'il s'agit d'expliquer ce que veulent dire des gens en refusant de s'exprimer. D'une certaine façon, c'est le paradoxe. Et la difficulté de nos invités, c'est qu'ils vont devoir parler à la place de gens qui, précisément, disent « ben non, je ne participe pas », qui font entendre leur silence, si je puis risquer cette contradiction. Donc on risque toujours de surinterpréter l'abstention ou de parler à la place des abstentionnistes, de dire « moi je sais ce qu'ils veulent dire », mais c'est aussi un risque, après tout, qu'acceptent les abstentionnistes en ne se prononçant pas, que d'autres parlent à leur place. Encore ceci, les abstentionnistes ne sont-ils pas toujours muets ou silencieux? Alors, sans empiéter sur les analyses, moi, une chose que j'ai retenue, en tout cas sur ce sujet, c'est qu'on compte assez peu d'abstentionnistes endurcis, je dirais, des abstentionnistes systématiques, pardon. Le taux de participation, il varie d'une élection à l'autre. Il n'est pas strictement linéaire, même si tendanciellement il est moins fort aujourd'hui, mais parfois quand l'enjeu de l'élection est très sensible, les gens se remettent à participer. Et certains qui ne participent pas à une élection participent à d'autres, et donc ils ne sont pas toujours systématiquement silencieux. En tout cas, c'est une des questions que je me pose, et je vais commencer par donner la parole
à Jean-Daniel Lévy pour nous expliquer un peu quelle est sa vision de l'abstention. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'occupe d'un institut de sondage qui est présent en France, donc on a la prétention d'interroger tout type de population, même ceux qui refusent de s'exprimer dans le cadre des opérations électorales. Peut-être que déjà, le fait d'utiliser le terme « refuser de s'exprimer », c'est un point qu'on pourrait considérer. C'est-à-dire qu'on reste dans un pays qui est un pays extrêmement politique. Nous sommes peut-être un des pays les plus politiques dans le monde. Et ce qui est assez frappant, à travers toutes les enquêtes qu'on peut être amené à réaliser, et à travers un certain nombre d'observations que l'on peut faire collectivement, c'est qu'il y a encore et toujours en France une forme de passion politique qui peut, comme toute forme de passion, entraîner des comportements qui peuvent être des comportements excessifs dans un sens ou dans un autre, en termes de participation ou en termes d'absence de participation. Les électeurs que l'on interroge d'un point de vue global, c'est-à-dire les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, les abstentionnistes de manière plus précise, ne nous disent pas en général qu'ils n'ont pas d'intérêt pour la chose publique. Ils ne disent pas que la politique ne les intéresse pas. Et effectivement, vous avez raison. Il y a aujourd'hui, selon les enquêtes, si je ne fais pas d'erreur, entre 9 et 11% des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales qui sont des abstentionnistes systématiques. Les autres sont des électeurs qui peuvent, en fonction des sujets, en fonction des débats, en fonction du type d'élection, décider de se déplacer ou pas pour aller voter. Mais lorsqu'on interroge les abstentionnistes, le jour du scrutin, c'est souvent une difficulté à pouvoir choisir dans le cadre de l'offre politique qui était proposée. C'est la perception qu'il y a pu avoir des promesses qui ont été des promesses qui n'ont pas été réalisées par la suite. Et puis, une forme de colère froide qui s'exprime de cette manière-là en disant « je sais comment les embêter », parfois je n'utilise pas exactement ce terme-là d'ailleurs, et en m'abstenant, alors même qu'on nous a appris qu'il s'agissait d'un droit, qu'il s'agissait d'un joyau, que dans nombre de pays, nous n'avions même pas la possibilité, nous citoyens, de pouvoir participer, je vais exprimer cette forme de colère froide à l'égard du politique. Et encore une fois, dans un pays comme la France, qui s'est construit quand on interroge nos compatriotes, même s'ils ne nous le verbalisent pas exactement comme ça, autour de 1789, la notion d'égalité, autour de 1945, la notion de solidarité, la perception que parfois cette passion française pour débattre des sujets de fond, pour pouvoir avoir une confrontation autour des valeurs de ce que peut être la société française et de la manière dont le politique peut prendre à bras-le-corps les grandes thématiques, est parfois déçu, déstabilisé et entraîne une abstention de la part des citoyens. Donc ça, c'est peut-être une forme de premier volet que l'on peut avoir. Le deuxième aspect, pour illustrer malgré tout qu'il ne s'agit pas d'un désintérêt à l'égard de la politique à proprement parler, je crois qu'on est encore une fois un des seuls pays dans le monde où quand vous allumez la télévision le matin, quand vous allumez la radio le matin, et quand vous procédez de la même manière le soir ou encore le week-end, la probabilité que vous tombiez sur un responsable politique invité est fortement élevée. Chaque week-end, si je ne me trompe pas, il y a entre 14 et 16 émissions avec un responsable politique qui est invité. Pas toujours une audience complètement incroyable, mais on va penser que le système médiatique n'est pas non plus complètement déconnecté des enjeux d'audience ou de rentabilité pour dire qu'ils ne vont pas chercher à avoir cette attention à l'égard de ce que peut être la chose publique et l'intervention des responsables politiques. Et c'est même dimanche, si les Français ont échappé à quelques émissions de télévision ou de radio, ils vont se retrouver en famille à discuter de politique, qu'ils soient abstentionnistes ou qu'ils soient électeurs, et ceci va les entraîner à avoir un débat politique sur lequel ils vont être désaccords avec les mêmes personnes, mais revenir le dimanche d'après pour avoir le même type de conversation avec les mêmes personnes et exprimer potentiellement ces types de désaccords. Là encore, il ne s'agit pas uniquement
des personnes âgées, des catégories supérieures, des personnes qui vivent dans les milieux urbains, donc c'est-à-dire l'archétype de la population qui est une population électrice. Ça touche également des jeunes, des personnes qui sont issues des catégories populaires, des personnes qui disposent d'un faible niveau de revenu et qui, dans ce contexte-là, vont aussi considérer que la chose publique est importante. Donc ça veut dire que probablement qu'il ne s'agit pas, ou ça serait trop simple de dire, bon, les Français ne s'intéressent pas à la politique, ce sont des personnes que nous avons perdues et définitivement perdues, ce sont plutôt, à nos yeux, des personnes qui sont terriblement exigeantes. Ce qui peut d'ailleurs être une identification complémentaire de ce niveau d'exigence, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion, on sait que le maire est l'élu préféré des Français. Ça, c'est une certitude absolue. C'est une certitude, mais qui ne se manifeste pas forcément en termes de traduction électorale ou de comportement électoral. Alors, on peut mettre de côté la dernière session électorale de 2020 qui, comme tout le monde le sait, s'est déroulée en plein milieu de la crise Covid, avec un peu plus qu'une semaine entre le premier tour et le deuxième tour des élections municipales, contrairement à ce qui était fait par le passé. Mais si vous regardez l'évolution de la participation électorale aux différentes élections, et qu'on s'arrête par exemple à 2014, nous avions, à cette période-là, moins des 2/3 des Français qui se sont déplacés pour aller voter pour leur propre maire, pour leur élu municipal. Que nous disaient à l'époque les abstentionnistes ? C'est nous avons le sentiment que le maire est quelque peu dépossédé de ses moyens, qu'il y a une augmentation du nombre de structures qui peuvent présider à la destinée de ma collectivité locale, au premier rang desquelles la commune d'un côté et également les structures intercommunales. Donc avec le sentiment qu'il y a une perte de responsabilité, une perte d'identification des responsabilités, et que là encore, évidemment qu'on est attaché à sa commune. Évidemment que dans l'immense majorité des communes, on connaît personnellement ou pratiquement personnellement le maire, on arrive à l'interpeller, on a la capacité à pouvoir interagir avec lui, mais qu'il y a cette forme d'expression démocratique, en tout cas qui n'est pas vue comme étant antidémocratique de leur part, de s'exprimer à l'égard de l'élection municipale, qui est une élection importante, même lorsqu'il s'agit d'une élection municipale. Et même quand on fait l'analyse en fonction de la taille des communes, on n'a pas un comportement qui serait un comportement pavlovien de vote extrêmement massif dans le cas des petites communes et de vote qui serait beaucoup plus faible dans le cadre des grandes communes. On peut également ajouter à cela que l'idée de se dire qu'il y aurait de manière définitive une abstention qui serait une abstention résiduelle, qui augmenterait de manière systématique et auquel on ne pourrait rien faire ou que ce serait le schéma naturel de toutes les démocraties occidentales, serait vrai si on ne regardait pas la réalité du comportement électoral de la part de nos concitoyens. Les élections européennes, par exemple, qui sont souvent considérées comme étant des élections de seconde zone auxquelles les Français n'accordent pas véritablement d'importance. Nous avons eu, au cours de la dernière session, une participation de plus d'1 Français sur 2 aux dernières élections européennes, avec une remontée de plus de 7 points entre les élections européennes de 2014 et les élections européennes de 2019. Donc, à partir du moment où on considère qu'il y a un enjeu, à partir du moment où il peut y avoir des franges de population qui peuvent être amenées à se déplacer, cela peut entraîner un comportement électoral qui est un comportement électoral déjà de se déplacer. Nous avons eu plus de personnes qui se sont déplacées aux dernières élections européennes qu'aux dernières élections législatives. Alors même que l'on imagine, d'une manière un peu globale, que de toute façon les législatives mobilisent plus que les européennes, etc. Donc ça n'a pas été le cas. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, ce sont par exemple les scrutins référendaires. On s'interroge parfois sur la portée de ces scrutins, sur ce qui amène les individus à se déplacer pour aller voter. Répondent-ils ou pas véritablement à la question ? Ce que l'on pense chez Harris Interactive, c'est que oui, on répond à la question, mais à sa manière. Mais que, malgré tout, on peut avoir des fluctuations de participation électorale dans le cadre des différents référendums. En 1988, en 2000, nous avons eu un référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en 1988, sur le passage du septennat au quinquennat en 2000.
Il n'y a pas eu un pays qui s'est véritablement affronté. Et si on prend la dernière confrontation électorale, c'est-à-dire le débat sur le changement institutionnel, les Français ne voyaient pas véritablement ce que pouvaient être les enjeux d'un côté ou de l'autre de la participation. Donc dans ce contexte-là, moins de 37% de participation au référendum 1988 et moins de près de 70% d'abstention au référendum de 2000, alors même que ça n'est pas un petit sujet et on voit bien aujourd'hui les effets. Donc il y avait la perception qu'il n'y avait pas véritablement d'enjeu. Est-ce que pour autant, lorsqu'on pense qu'il y a un sujet, les Français se déplacent? La réponse est oui, de manière massive. Nous avons eu, pour les 2 derniers débats européens, 1992 d'un côté sur Maastricht, 2005 de l'autre concernant le TCE, la perception qu'il y avait un enjeu, et à partir du moment où on considère qu'il y a un enjeu, une participation qui a été quasiment identique en 2005 par rapport à celle du référendum qui s'était déroulé 13 ans plus tôt. Et près de 70% de participation. Ce qui d'ailleurs n'est pas inintéressant quand on suivait les intentions de mobilisation au cours du dernier débat référendaire, c'est qu'au début, comme on était entre guillemets uniquement sur un débat institutionnel qui ressemblait à peu de choses près à celui de 2000, nous avions une immense majorité des Français qui disaient « je ne vais pas aller voter au débat ». À partir du moment, mars 2005, où nous avons eu un débat sur la directive Bolkestein et sur, pour faire vite, non pas une dimension institutionnelle, mais un aspect qui pouvait toucher à l'avenir de nos services publics et aux notions d'égalité et de solidarité qui traversent les Français, immédiatement, une intention de participation qui s'est accrue, et notamment en défaveur du traité constitutionnel européen. Et puis peut-être le dernier point, parce que je vois que le temps tourne, l'abstention peut également être une abstention à caractère politique, dans le sens où nous avons, dans notre jargon de sondeur, identifié ce qui s'appelle des abstentions différenciées. Et au cours des élections municipales, on le voit de manière extrêmement nette. Au cours, je vais prendre celle-là qui est assez marquante, des élections municipales de 2008, nous sommes un peu moins d'1 an après l'élection de Nicolas Sarkozy. Nous sommes un peu moins d'1 an après l'élection de Nicolas Sarkozy, mais nous sommes que quelques semaines après que Nicolas Sarkozy a été à Petra avec le fils de Carla Bruni sur les épaules. Ça apparaît comme étant loin, mais ça avait été marquant. Après qu'il a indiqué qu'à l'époque, entre Carla et lui, c'était du sérieux dans le cadre d'une conférence de presse, et qu'il a eu une attitude qui a été qualifiée de président bling-bling. L'électeur historique de la droite, celui qui se définit comme étant gaulliste, des personnes qui sont des personnes âgées, des personnes qui ont voté pour Nicolas Sarkozy au premier tour de l'élection présidentielle de 2007, ont voulu adresser un message au président de la République. Pour eux, il était impossible de prendre un bulletin de vote de gauche. Et donc la tangente a été une abstention de la part de cette frange de population. Je vous le prends parce que la cohérence entre les différents tempos est extrêmement marquante, mais ça s'applique à de très nombreuses élections législatives, municipales, et en 2014, ça n'a pas échappé non plus à François Hollande à la suite de son arrivée au mandat. Dernier point qui nous a d'ailleurs extrêmement marqué, et j'en finirai par là, le référendum de 2000 a créé des abstentions extrêmement manifestes dans des bastions de la droite traditionnelle. Nous avions des électeurs, là aussi, gaullistes historiques, qui étaient pris en tenaille entre une réforme qui était impulsée de la part d'une personne se revendiquant du gaullisme, à savoir Jacques Chirac, et eux qui considéraient qu'on ne pouvait pas toucher à une partie du cœur des institutions qui avait été portée, on va dire comme cela, même si ce n'est pas lui qui a écrit la Constitution, par le général de Gaulle. Et donc, pour arriver à lever cette contradiction, il y a eu cet électorat-là qui a décidé de ne pas aller voter. Et donc l'abstention, c'était la difficulté à pouvoir résoudre une tension qui les traversait. Merci beaucoup. Alors,
on va se tourner vers Laurence de Nervaux qui, avec Destin commun, vous avez fait une étude particulière justement sur ces abstentionnistes. Vous allez nous en dire un mot. Oui, merci Marc-Olivier. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Terra Nova pour cette invitation. 2 mots d'abord pour vous présenter Destin commun. Nous sommes un think tank qui travaille sur des enjeux liés à la démocratie et à la cohésion sociale, plus particulièrement à la question de la polarisation, ce phénomène qui de plus en plus nous rend difficile le fait d'entendre et d'accepter des opinions divergentes des nôtres. Et Destin commun est la branche française d'une organisation qui est dans 5 pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne et en France, qui s'appelle More in Common, et qui a été créée en 2017, notamment à la suite d'un événement tragique qui a été l'assassinat d'une parlementaire britannique qui s'appelait Jo Cox, qui a été assassinée en juin 2016, juste avant le Brexit, par un nationaliste d'extrême droite. En France aussi, les violences contre les élus, qu'elles soient verbales ou physiques, font partie des signes là aussi de dégradation de la démocratie. Ça a été un petit peu le point de départ de cette initiative qui vise à comprendre en fait les ressorts des tensions et des divisions qui traversent la société française pour trouver des voies de rassemblement et d'apaisement. Avec une méthodologie spécifique qui s'appuie beaucoup, non pas tant sur des indicateurs socio-démo, socio-éco, mais plutôt sur les systèmes de valeurs et la psychologie sociale. Voilà. Alors, nous sommes intéressés à l'abstention, bien sûr, parce qu'il s'agit peut-être d'une des plus grandes divisions dans notre pays, division entre, comme le disait Marc-Olivier, ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas, ceux qui s'expriment, ceux qui ne s'expriment pas. Et nous avons choisi, donc avec la Fondation Jean Jaurès, qui a été partenaire de notre étude, avec Raphaël Lorca, d'avoir une approche qualitative, d'aller interroger des Français. L'étude s'appelait « Dans la tête des abstentionnistes, à l'écoute de ceux qui se taisent ». Cette démarche, on s'est mis à l'écoute pendant 12 heures au total de différents groupes d'abstentionnistes du premier tour des élections présidentielles de 2022. Et cette démarche visait à aller analyser la diversité des profils et la diversité des causes qui motivent l'abstention, sachant que bien évidemment, comme ça a été déjà dit un petit peu par Jean-Daniel Lévy, quand on arrive à, alors quand je parle des législatives, second tour, 53,7% d'abstention, plus de la moitié du corps électoral, bien évidemment, ça ne peut pas être simplement un portrait robot qu'on décrit souvent sur les plateaux télé à l'issue des scrutins, voilà, le jeune de milieu défavorisé, peu éduqué, etc. Bien évidemment que c'est plus divers que ça. Alors, qu'est-ce que nous avons entendu pendant ces 12 heures d'écoute avec les abstentionnistes? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quelles sont les principales causes de l'abstention? Je vais demander à la régie de peut-être mettre sur l'écran un slide qui nous a permis si vous voulez, de sérier l'analyse de ces causes de l'abstention et de les organiser selon 2 grandes dimensions. En horizontal, c'est est-ce que les critiques à l'égard, les critiques qui sont émises sont à l'encontre de la politique en tant que système ou bien des politiques, du personnel politique. Et puis en vertical, est-ce que ce sont des critiques sur la forme en bas ou sur le fond? Je vais commencer par le cadre en bas à gauche, ce qu'on a appelé les carences démocratiques. C'est peut-être le plus simple à comprendre et sans doute à traiter. C'est les questions administratives, le fait de ne pas changer de bureau de vote automatiquement quand on déménage, le fait de devoir se déplacer et même d'aller au commissariat, ce qui peut être intimidant, pour faire une procuration, se déplacer alors que précisément beaucoup de gens veulent faire une procuration parce qu'ils ne peuvent pas physiquement se déplacer. Et puis, ce qui nous a un peu plus étonné, trop de candidats. On avait 12 candidats à l'élection présidentielle en 2022. On peut considérer spontanément que c'est plutôt un gage de pluralisme et donc quelque chose de positif pour favoriser l'exercice de la démocratie. Eh bien, beaucoup de personnes nous ont dit, en fait, ça m'a perdu. On a fait la comparaison avec Raphaël Lorca, qui est un spécialiste de l'univers de la consommation. On a fait la comparaison avec le linéaire de sauce tomate de 20 mètres au supermarché. Finalement, on est noyé dans le choix. On n'arrive même plus à se décider. On renonce au choix. Vous voyez ? Donc là, c'est les carences démocratiques. Ensuite, juste au-dessus, et dans les deux carrés du haut, on est vraiment sur des causes de fond. On a ce qu'on a appelé la perte de foi, avec ce terme qui n'est pas choisi au hasard, c'est quasiment religieux en fait. Autrefois, justement, le rapport à la politique était quasiment de l'ordre du religieux ou du sacré. On allait voter comme on allait à la messe. Il y avait une forme de rituel et qui
au-delà du jour du vote, en fait, était lié à une forme de transcendance qu'on mettait dans la politique. Aujourd'hui, tout cela s'est dilué et on a plutôt, ce qui s'est beaucoup exprimé dans ces groupes, un sentiment d'impuissance du politique, un sentiment d'inutilité du vote et de désenchantement profond vis-à-vis de la politique. Troisième catégorie en haut à droite, ce qu'on a appelé le fossé. Et vous voyez que le plus gros rond, donc encore une fois, c'est du quali, mais quand même, il y a certains arguments qu'on a entendus beaucoup plus souvent que d'autres. Le sentiment de déconnexion du personnel politique. Cette déconnexion se traduit notamment dans deux dimensions. Leur rapport à l'argent. Ils auraient un rapport, je parle au conditionnel, c'est les Français qui s'expriment, c'est pas moi directement. Ils auraient un rapport déréglé à l'argent et un rapport de l'ordre de la déconnexion aussi au travail. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ne font pas un vrai travail, entre guillemets. Voilà. Et puis, en bas à droite, quelque chose dont on a parlé ce matin notamment, l'éthos des politiques, leur manière d'être. Énorme rejet massif de ce qui a été qualifié de politique spectacle. Les gens ont employé des termes comme le Muppet Show, le carnaval, c'est une vaste blague, etc. Et la guerre des égos, les combats de coqs, voilà. Tout ça, ce sont des choses qu'on connaît très bien, mais il faut y insister parce qu'aujourd'hui, les Français atteignent un niveau de rejet qui est de l'ordre de l'écœurement. Et encore, cette étude a été réalisée avant les législatives. Tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale depuis est venu renforcer encore ce sentiment de rejet. Voilà. Alors, au-delà de ces quatre dimensions et de ces causes structurantes de l'abstention, ce qui a été intéressant, et c'est l'intérêt du quali, c'est qu'on a pu analyser ce qu'on a appelé le paysage mental des abstentionnistes et leur parcours de vie, toute une notion de ressenti, de subjectivité que Nicolas Duvoux analyse aussi de son côté. Et qui a fait ressortir, alors je rejoins totalement Jean-Daniel Lévy qui disait les abstentionnistes ne sont pas des gens qui se désintéressent de la politique, ces gens en fait regardaient à la télévision des émissions politiques, avaient des connaissances et un avis souvent. Leur relation à la politique est plutôt de l'ordre du désarroi, de la désillusion et de la défiance. Ce terme de défiance est totalement structurant, je pense, pour comprendre l'abstention et aussi, et c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, défiance à l'égard de l'information. Et justement, comme Jean-Daniel Lévy l'a dit également, notre rapport à la politique passe par notre rapport à l'information et aux médias. Or, on a entendu beaucoup de ces abstentionnistes dire, par exemple, un journaliste qui dit la vérité n'est plus un journaliste, les journaux sont des tissus de mensonges, etc. Des phrases comme ça qui dénotent vraiment d'un rejet massif, d'une défiance très très élevée vis-à-vis de l'information. Et du coup, en fait, je vous disais que Destin commun s'appuie beaucoup sur l'analyse des systèmes de valeurs. On a élaboré, en fait, et c'est notre grille de lecture dans toutes nos enquêtes, une segmentation de la société française qui distingue 6 grandes familles qui chacune sont très homogènes mais qui sont très différentes des autres. Et ça nous a permis, dans cette étude sur l'abstention, d'identifier justement différents profils d'abstentionnistes en comprenant bien leur paysage mental et leur parcours de vie. Donc on peut peut-être passer au second slide que je vais commenter. Alors, les profils que vous voyez ici, les termes en gras sont les familles de valeurs que Destin commun a identifiées dans la société française et qui sont, j'ai envie de dire, pérennes, qui cohabitent dans la société française. Et puis le sous-titre en dessous, en italique, ce sont ces profils dans l'abstention, dans leur... voilà. Sachant que, bien évidemment, c'est très important d'y insister, tous les groupes ne sont pas autant abstentionnistes. Jean-Daniel Lévy a aussi dit très justement qu'il y a très peu d'abstentionnistes endurcis. On a dit, nous, on a pris la comparaison avec l'analyse de la pauvreté, et on parle parfois de trappe à pauvreté. On a considéré qu'il n'y avait pas de trappe à abstention, dans le sens où c'est plutôt une rentrée-sortie vis-à-vis du vote. Voilà. Donc pour qualifier rapidement ces 6 profils, et je vais vous donner des verbatims, vraiment des paroles de ces Français qui permettent de prendre la mesure de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Je peux commencer en haut par les militants désabusés qui, en règle générale, ne sont pas des abstentionnistes. C'est plutôt des gens qui votent en l'occurrence à gauche. Chez eux, le sentiment est un sentiment de désillusion. Pourquoi de désillusion ? Et je reprends leurs termes, parce qu'ils ont trop menti, on ne peut plus leur faire confiance. Voilà. Et puis j'ai l'impression que la politique c'est une épicerie, on transmet son fonds de commerce à son successeur. Voilà, ce genre de réflexion. Ensuite, les identitaires,
eux non plus ne sont en règle générale pas souvent abstentionnistes et ils votent principalement à l'extrême droite, mais c'est un groupe dans lequel la défiance est particulièrement élevée et balaye tout sur son passage, y compris, par exemple, la confiance qu'on pourrait avoir dans la personne à qui on confie sa procuration. On a demandé dans ce groupe, mais est-ce que vous n'auriez pas eu envie de confier votre procuration à quelqu'un ? Ah non, parce que qui me dit que cette personne n'aurait pas changé mon vote ? Même une personne que je connais, à qui je suis censée faire confiance. Voilà. Donc c'est une illustration du niveau de défiance auquel on peut avoir affaire dans certains de ces groupes. Je retrouve mes petits verbatims, voilà. Et puis une peur vraiment qui balaye tout sur son passage. Une phrase qui disait « On a l'impression que les gens se sentent agressés, alors ils agressent avant d'être agressés ». 3 fois le mot « agresser » dans la même phrase. Ensuite, on arrive aux libéraux optimistes, et là on retrouve le terme d'exigence dont parlait Jean-Daniel Lévy. Tous ceux de ce groupe-là étaient des primo-abstenants. C'était la première fois qu'ils ne votaient pas. Et c'est plutôt un groupe qui est proche de la majorité présidentielle. Donc pourquoi se sont-ils abstenus ? Cette exigence, pour eux, elle s'est traduite par un agacement d'une campagne qui aurait été bâclée. J'ai reçu les professions de foi 2 jours avant le scrutin. C'est ridicule, on s'est moqué de nous, etc. Et puis c'est eux aussi qui disaient qu'il y avait trop de candidats, ça reflète la division de la société française. Et puis, plus fondamentalement, un rapport à la politique où ils disent en fait, je ne compte pas sur la politique pour changer ma vie. Eux, leur logiciel, c'est le travail, la réussite individuelle et un logiciel relativement individualiste en réalité. Les stabilisateurs, tout en bas, qu'on a appelés les modérés lassés, ce sont eux qui ont le plus exprimé un rejet de la politique spectacle et de la guerre des égos. Ce sont des gens qui sont attachés à la modération, à l'harmonie. Quand ils entendent ce qu'ils ont appelé un combat de coq, ça les irrite très profondément. Et ils disent « j'ai préféré me retirer, ne même pas voter, parce que je n'en peux plus de cette guerre permanente ». Les attentistes sont, avec les laissés pour compte, les 2 groupes où on trouve en quantitatif le plus d'abstentionnistes. Les attentistes sont plus jeunes que la moyenne. Et là, c'est souvent une réaction de l'ordre du repli sur un cocon familial, en fait, face à un monde qui serait complexe, dangereux. J'évite de parler politique parce que c'est trop clivant, nous dit Tony qui habite à Montpellier. Et puis également, dans tous les cas, je me dis qu'il faudra subir dans le positif comme dans le négatif. Et dernière catégorie, celle des laissés pour compte. Là, c'est la relation la plus distanciée au vote et à la participation de personnes qui sont particulièrement marquées par le sentiment d'impuissance. Avec ce verbatim qu'on a mis en exergue de notre étude qui est très marquant, je trouve, cette femme qui habite d'ailleurs à Villers-lès-Nancy, à 2 pas d'ici, Anne, 48 ans, les prénoms évidemment sont toujours changés, qui disait c'est comme quand on va à la boucherie ou à la CAF, on prend un numéro et c'est tout. C'est le sentiment qu'elle avait sur sa vie en général. Voilà. Et j'insiste un instant là-dessus. Au début de ces groupes, on demande toujours aux gens d'exprimer simplement en un mot ou une expression la façon dont ils ressentent leur propre vie et leur situation. Plusieurs expressions de l'ordre de perdu, sur un fil, en tension, quoi d'autre encore. Toutes ces expressions qui expriment un très très profond désarroi et sentiment d'impuissance et qui permettent de toucher du doigt le fait que la critique en irresponsabilité qu'on formule parfois à l'encontre des abstentionnistes, en réalité est complètement inopérante quand on a affaire à des gens qui sont dans ce ressenti, dans ce vécu et dans cette position dans leur vie. Voilà. Et donc chez ces laissés pour compte, une défiance telle qu'une autre personne avait fini par dire « il y a quelques années, j'ai déchiré ma carte d'électeur ». Donc symboliquement, la rupture est assez totale. Voilà. Merci Laurence. Je vais donner la parole à Nicolas. On comprend avec cette typologie proposée par Destin commun que on ne peut pas décrire en 2 traits rapides les gens qui sont éloignés du vote ou qui se sentent à distance de la vie politique. Et donc quand on réfléchit sur les inégalités comme vous, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Merci beaucoup. Et d'abord, 2 interventions passionnantes et par rapport auxquelles je vais me situer pour essayer d'apporter quelques éclairages, bien sûr, complémentaires.
en partant de quelques constats tout à fait proches, et notamment l'importance de l'abstention intermittente, qui est vraiment une des caractéristiques majeures du phénomène et de son évolution. C'est-à-dire c'est pas du décrochage complet. Là, il faut vraiment faire attention à ne pas essentialiser les populations qui se tiennent à l'écart ou qui sont maintenues à l'écart, on pourra y revenir, de la compétition électorale. Mais c'est véritablement une difficulté à accrocher de manière pérenne et systématique aux enjeux du vote. Alors, je voudrais juste faire, donc je suis sociologue de profession, juste quelques remarques très simples de définition et un peu d'enjeu sur l'approche, comment est-ce qu'on capte ce phénomène. D'abord, je pense que l'abstention, c'est un peu comme le chômage. Le chômage, c'est une catégorie, mais qui est en fait extrêmement restrictive dans sa définition. Il y a plus de personnes qui sont sans emploi que de personnes qui sont considérés de manière officielle comme des chômeurs. De la même manière, on comptabilise des abstentionnistes, mais si j'ai la bonne définition, les abstentionnistes sont les gens qui sont inscrits sur les listes électorales, mais qui ne s'expriment pas. Or, je pense qu'un des grands enjeux en matière d'inégalité, aujourd'hui, c'est les questions de non-inscription sur les listes électorales, de mal-inscription sur les listes électorales. Et ça, c'est un obstacle au vote, à la participation électorale, qui est tout sauf anodin, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas distribué de manière homogène dans la société, et ça contribue à un élément qui me semble très important, et je vais structurer pas mal de réflexions là-dessus, sur le fait que l'abstention est vraiment un reflet, ou doit être considéré comme un révélateur des inégalités de participation électorale dans notre société. Donc il y a un enjeu d'abord de matérialité du vote et des conditions d'accès au vote, et la question de l'inscription, où tout un ensemble d'évolutions comme le vote par procuration, par exemple, qui a été très facilité, sont des dispositifs ou des modalités d'expression qui sont en fait pas du tout anodines du point de vue des effets sociaux. Ça va favoriser des groupes, des catégories qui ont plus de capacité à se faire représenter, à voter à distance, à faire appel à des médiations que d'autres. Et donc on a des évolutions déjà des procédures électorales elles-mêmes qui contribuent à un certain nombre d'inégalités. Alors après, il y a un certain nombre, je pense, de choses qu'il faut dire, même si elles ne sont pas du tout originales, mais en 1986, notre collègue Nona Meyer avait écrit un article qui s'intitulait de manière significative « Pas de chrysanthème pour les variables sociologiques dans l'analyse de la pratique électorale et de l'abstention ». Et donc, elle disait quelque chose de très simple. En fait, il y a des variables extrêmement lourdes. Alors, l'âge, c'est complexe, on pourra y revenir, mais le niveau de diplôme, le niveau de la position socio-professionnelle, le niveau de vie, le niveau de revenu, qui sont des prédicteurs très importants du différentiel d'abstention dans la société. Et donc on pourrait dire 1986, c'est très ancien, sauf que ça a été absolument confirmé par des spécialistes éminents, Jean-Luc Dormagène, Céline Braconnier, Baptiste Coulmont, dans un article qui portait sur la séquence 2017 et qui montrait quelque chose d'assez simple, régression sur les enquêtes électorales de l'INSEE à l'appui, qui disait en fait la faible mobilisation électorale va renforcer le poids des variables lourdes, des variables sociologiques dans la compréhension de l'abstention. Donc on est sur des choses assez basiques, mais je pense que le point essentiel, c'est de ne pas isoler l'abstention des autres formes d'expression des inégalités dans la société et qui peuvent paraître parfois assez contradictoires. Par exemple, on pourrait se dire les catégories qui vont le plus être bénévoles dans des associations, c'est des catégories, par exemple, des gens qui travaillent moins, des gens qui sont en difficulté parce qu'elles ont du temps, tout simplement. Et on observe exactement le contraire. C'est-à-dire que les catégories qui donnent le plus de temps sont aussi celles qui ont la vie familiale la plus remplie, qui ont la vie professionnelle la plus investie. Et donc, on a des formes de cumulativité, des formes de participation à la société et des formes de non-participation à la société. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas isoler le vote des autres modes
de participation à la société et ne pas isoler l'analyse de l'abstention du caractère cumulatif dans un sens ou dans un autre de la participation ou de la non-participation à la société. Alors ça c'est vraiment un point qui me semble tout à fait décisif et là-dessus il y a une très très grande solidité des travaux scientifiques. Donc on pourrait avoir, voilà, quand on réfléchit comme ça, on pourrait dire, bon ben voilà, on comprend, puisque les causes, les facteurs prédictifs, c'est encore une fois le niveau de vie, la position dans la hiérarchie socio-professionnelle ou encore le niveau de diplôme, et ben on comprend déjà pourquoi les classes populaires sont les plus exposées à l'abstention. Alors encore une fois, les questions d'inscription sur les listes électorales, les questions de transformation des procédures, à mon avis, ne sont pas du tout à négliger. Mais je pense que quand on a fait ce diagnostic-là, on n'a fait qu'une partie du chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a aujourd'hui des analyses un peu plus fines qui nous permettent de comprendre que si on prend, qu'on a un grand intérêt à porter attention à l'hétérogénéité des groupes et notamment des catégories populaires qu'on a souvent tendance à essentialiser comme ça dans les représentations médiatico-politiques ou dans le sens commun. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on a des travaux qui nous montrent que si vous prenez des gens, des individus qui appartiennent au même groupe professionnel, on veut dire les ouvriers par exemple, ou à un ensemble de groupes professionnels. Alors, il y a une grande diversité au sein des mondes ouvriers, mais disons que vous regardez des gens qui sont relativement proches du fait de leur activité, de leur position professionnelle, et vous constatez que l'abstention est beaucoup plus forte quand vous ne participez pas de manière quotidienne à un collectif de travail. Donc il y a des dynamiques d'entraînement par la participation quotidienne à des collectifs. En fait, vous êtes pris dans la conversation politique. D'abord parce que la radio vous en parle, mais la radio ne suffit pas. Le fait d'avoir un relais de ce que vous avez entendu ou pas à la radio dans une discussion à la machine à café, à la cantine, dans des interactions avec vos collègues, est un très très puissant moteur de participation électorale, on va dire, toute chose égale d'ailleurs du point de vue de la position socio-professionnelle. Et là, ça dit quelque chose quand même sur le rapport au travail. Ça dit quelque chose sur une forme d'individualisation subie dans la société pour celles et ceux, et ils sont nombreux, on le sait, dans un certain nombre de professions qui exercent leur activité seules. Une aide à domicile, elle est seule. Elle est entourée parce qu'elle voit des gens, qu'elle porte, elle porte évidemment de l'aide, du soin, mais elle circule seule, elle n'est pas dans un collectif de travail structuré qui l'accompagne dans sa vie quotidienne. Et de la même manière, l'environnement familial est quelque chose qui, à groupe d'appartenance sociale inchangé, va contribuer à faire que l'on vote plus. Encore une fois, les relais des relations sociales fondamentales de proximité dans la quotidienneté, la famille par exemple, ou l'environnement du collectif de travail sont des déterminants majeurs pour penser des différences et des choses un peu saillantes à l'intérieur d'un même groupe. Et un dernier point, parce que ça me semble là aussi très important de dire qu'il y a deux éléments du contexte social plus large qui comptent. Le premier, c'est la difficulté à penser son inscription dans la société avec une forme de pérennité ou au moins de stabilité. Et de ce point de vue-là, on s'est beaucoup interrogé évidemment sur les effets du chômage. Mais je pense que la précarité de l'emploi, l'exposition à la précarité et aux perspectives négatives sur sa trajectoire sociale sont aussi importantes à prendre en compte. Et un dernier point qui participe peut-être de l'équation, c'est la difficulté des organisations politiques à faire monter, si on peut le dire comme ça, des individus qui appartiennent aux catégories populaires. Et là, il y a des travaux de sciences sociales aussi remarquables. Je pense au livre de Raphaël Chalier qui s'appelle « Simple militant », qui montre, en s'intéressant aux Républicains, au Parti communiste et au Rassemblement national, donc il a 3 monographies très intensives, à quel point dans ces organisations, donc gauche, droite, on peut dire, vont en fait sélectionner vraiment les personnes qui vont les représenter avec des mécanismes d'exclusion des catégories populaires. Et donc un déficit de reconnaissance, de capacité à se reconnaître dans des acteurs qui sont à l'image finalement des groupes dont on cherche à reconquérir les suffrages. Merci Nicolas. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais que vous réagissiez tous les 3
Peut-être si vous souhaitez réagir à ce qui a été dit auparavant, mais moi je voudrais vous poser une question. J'ai retenu une expression, d'ailleurs de Jean-Daniel Lévy, c'est dans le fond il n'y a pas de fatalité à l'abstention. Et donc comment est-ce qu'on retrouve de la participation ? Nicolas a dit aussi les électeurs, les abstentionnistes, ils ne se tiennent pas à l'écart, ils sont maintenus à l'écart. C'est-à-dire peut-être aussi les partis politiques ne font pas assez vis-à-vis d'eux. Et nous, on a un parti pris ici dans Place de la démocratie, c'est de dire aujourd'hui, il y a une forte demande de participation et on a des nouveaux outils participatifs qu'il faut tester, qu'il faut essayer, qui ont plein de formes. On propose des ateliers. Est-ce que vous pensez que c'est une perspective crédible ou est-ce qu'il en faut d'autres? Et quels sont un peu les remèdes, même si pour un sondeur, ce n'est pas forcément votre spécialité, mais si vous acceptez de vous risquer à l'exercice, qu'est-ce que vous diriez? Je pense que si quelqu'un avait la réponse magique, cet échange n'aurait pas lieu. Peut-être qu'on peut partir déjà de l'expérience et d'essayer de voir à partir de quel moment les citoyens pensent que ça vaut le coup de participer, que ce soit participer à une réunion publique, que ce soit participer à une consultation citoyenne qui est organisée, que ce soit répondre à une mini-enquête sur Internet qui est organisée de la part de tel ou tel journal, ou de participer à différentes opérations électorales. Pour nous, la réponse est assez simple, c'est à partir du moment où on pense qu'il y a un enjeu, et notamment un enjeu politique. Et les exemples que je vous donnais tout à l'heure sur les différentes étapes référendaires auxquelles on a été confrontés montrent bien qu'on peut même, à partir du moment où la même question est posée, mais où l'enjeu apparaît de manière différente, décider de se dire que ça vaut le coup de se déplacer pour aller voter. Je ne m'inscris pas du tout dans la logique qui pourrait dire les Français veulent tous partir en week-end et ils préfèrent partir en week-end plutôt que d'aller voter, etc. Le temps, c'est un choix entre différents arbitrages de ce que l'on peut faire. Et si on veut rentrer à 18h, 19h ou 20h en fonction de la ville dans laquelle on habite pour aller voter, l'enjeu, à mon avis, ne se pose pas là. C'est plus, est-ce que c'est localement ce qui est parfois qualifié d'une forme de consultation bidon, c'est-à-dire on nous pose une question, mais on sait très bien que c'est un argument démocratique, entre guillemets, qui est mis en avant, mais derrière cela, il y aura une décision qui, de toute façon, sera prise ou a été prise de manière initiale. Et lorsqu'il y a une question qui m'est posée, est-ce que je vois des conséquences qui ne sont pas forcément d'ailleurs des conséquences en tant qu'individu, mais également en tant que citoyen, qui peuvent valoir à l'égard de l'ensemble du pays. Peut-être un point complémentaire, parce que je ne crois pas qu'on l'a évoqué, il y a une croissance, notamment au cours des 2 dernières consultations présidentielles, du nombre de bulletins blancs et nuls qui est magistral. De mémoire, au 2e tour de l'élection présidentielle de 2017, donc une confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 4 millions de personnes qui ont refusé de prendre un bulletin, soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen au 2e tour de l'élection présidentielle. Pour qu'on puisse avoir une petite idée, ça veut dire que sur 100 personnes qui prennent le temps de se déplacer au 2e tour, 12 refusent de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et ce phénomène, à peu de choses près, s'est renouvelé au cours du dernier scrutin de 2022, avec un niveau qui était un niveau un peu inférieur, mais quoi qu'il en soit, 3 millions de bulletins blancs et nuls, dans le cadre, encore une fois, alors même que Le Pen est présente au 2e tour, alors même que dans un certain nombre d'enquêtes, elle était présentée comme pouvant gagner potentiellement la présidentielle, et que ça a entraîné malgré tout un nombre de blancs et nuls qui a été considérable, dans un contexte, et j'en finirai par là, où 2017 et 2022, c'est la première fois depuis 1969 où il y a eu une augmentation de l'abstention entre le 1er tour et le 2e tour d'une élection présidentielle. En 69, on s'en rappelle, c'était 2 candidats de droite ou de centre-droit qui étaient présents, qui avaient amené la célèbre formule « c'est bonnet blanc ou blanc bonnet ». Là, on était quand même dans une situation politique, alors même qu'habituellement, on a une progression de la participation entre le 1er tour et le 2e tour de la présidentielle, alors même qu'il y avait Marine Le Pen qui était présente en 2017 comme en 2022, à un double phénomène,
montée de l'abstention et également croissance considérable des recours au vote blanc ou nul dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous pensez que le message des électeurs, au minimum, ce qu'on peut interpréter, c'est nous ne démissionnons pas de nos responsabilités des électeurs. En tant qu'électeurs, nous nous déplaçons, nous allons voter, mais le choix qui nous est proposé ne nous convient pas d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Ça ne nous convient pas. C'est ça que vous pensez devoir être l'interprétation. Absolument. Ce sont, sans vouloir essentialiser les électeurs, des types d'électeurs pour lesquels il leur est impossible de s'abstenir, pour tout un tas de raisons, un conditionnement social auquel ils ont dû faire face, mais que, ne pouvant pas ne pas s'abstenir, ils ont recouru à une autre méthode pour exprimer leur désaccord, leur critique, voire parfois leur colère. Merci. Laurence, même question? Oui, mais je vais en venir quand même à... Je voudrais essayer de formuler des propositions parce que je pense que c'est la question qui nous était posée. Comment conjurer l'abstention? Soyons volontaristes. Et on en a identifié un certain nombre. D'abord, sur ce que j'avais appelé les carences démocratiques. Il y a des choses à faire, c'est évident. On a besoin d'un choc de simplification du vote. Je pense qu'il faut, par exemple, rendre automatique le changement de bureau de vote quand on déménage. Il faut travailler là-dessus. Ce ne sont pas des chiffres négligeables. C'est 3 millions de Français qui sont concernés chaque année. Donc, 15 millions de personnes sur un quinquennat. Donc, à peu près un électeur sur 3, en réalité. Ça, c'est les chiffres de Cécile Braconnier, il me semble. Et puis, la procuration, alors je comprends qu'elle crée des inégalités, mais je pense que quand même, elle en atténue d'autres aussi pour les personnes à mobilité très réduite. Le fait de devoir se déplacer, c'est une aberration. Et puis, le fait de devoir aller au commissariat ou à la gendarmerie, ça dissuade beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, en fait. Donc, voilà, ça, il faut travailler dessus. Mais toutes ces dimensions techniques, je pense que c'est sans doute pas le fond du problème. Quand on parle de sentiment d'impuissance et de défiance, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger profondément. J'ai parlé du rapport à l'information. On sait qu'aujourd'hui, même si les réseaux sociaux prennent une place énorme, la télévision reste en première ligne en fait, dans cette lutte contre l'abstention, parce que c'est le premier vecteur par lequel passe le rapport à la politique. Et on a identifié dans notre étude ce qu'on a appelé la politique du ricanement. En fait, nos abstentionnistes, ça nous a frappé que beaucoup d'entre eux regardaient, je pense plus que la moyenne des Français, des émissions télévisées qui sont des émissions sur la politique, mais humoristiques, avec en fait la politique par le petit bout de la lorgnette, où on va toujours caricaturer un petit peu la parole politique, etc. Ça en fait, ça abîme, ça fait du mal finalement à la vision de la politique qu'on peut avoir. Et je pense que dans ce contexte, il faut continuer de soutenir le service public de l'audiovisuel et de l'information, qui est, et ça c'est prouvé par la recherche dans d'autres pays que la France aussi, plus susceptible de présenter des points de vue divers et de stimuler l'intérêt pour la politique. Voilà, notre service public est fragilisé, je pense, en ce moment, il faut le soutenir. Troisième point, je rejoins les analyses de Nicolas Duvou sur la question de l'engagement. Nous, on a toute une batterie d'indicateurs sur différentes formes d'engagement politique, civique, citoyen. On appelle ça le continuum de l'engagement, en fait, différentes modalités d'engagement. Il faut travailler, en fait, sur ce continuum pour faire passer les gens d'un point à un autre. Dans notre étude, je demandais à un moment, parce que j'ai animé certains de ces groupes, est-ce que vous avez d'autres formes d'engagement dont vous êtes fiers, qui comptent pour vous, auxquelles vous tenez, etc. Blanc, les gens disent non. Voilà. Puis tout d'un coup, un monsieur dit si, pendant le Covid, j'ai aidé ma voisine à faire ses courses très régulièrement, mais bon, ça compte pas. Mais bien sûr que si, que ça compte en fait. C'est un engagement énorme. Comment est-ce qu'on valorise ça? Comment est-ce qu'on valorise l'engagement local de proximité pour lui donner un sens, une visibilité et raccrocher les gens au collectif, leur donner ce sentiment d'appartenance au collectif? Je pense que c'est extrêmement important. Troisième point, sur l'éthos des politiques. Alors là, c'est un message qui s'adresse en premier lieu aux politiques. Je vois qu'on a un député qui nous a rejoint au premier rang, mais ça ne s'adresse pas qu'à lui, évidemment. Le fait d'assumer l'humilité. En fait, reconnaître une erreur ou l'absence de parfaite visibilité, ou même saluer une proposition qui émane du camp adverse, en fait, ça ne fragilise pas. Au contraire, je pense que ça renforce la perception d'authenticité et de crédibilité. Et en tout cas, c'est vraiment ce que nous disent les gens qu'on a interrogés. Donc, il faut y prêter attention. Et c'est facile de pointer uniquement vers les politiques. Je pense que cette exaspération de l'éthos des politiques, de la guerre des égos, de la politique spectacle, en fait, on est tous, on y participe tous aussi par ce qu'on consomme et ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve individuellement et collectivement une hygiène et une éthique du débat.
C'est vraiment au cœur de notre rapport à la démocratie. Et dernier point, l'éducation. En fait, il faut passer de l'éducation civique à une initiation à la démocratie, beaucoup plus ambitieuse et aussi beaucoup plus incarnée. Je pense que... Alors, nous, on a demandé aux gens, c'est quoi pour vous la citoyenneté, être un bon citoyen ? C'est ne pas jeter de papier par terre dans la rue. Ok, super. Si c'est que ça, c'est quand même un peu décevant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire monter la barre et avoir vraiment une vision ambitieuse de l'éducation à la démocratie ? Et puis, en fait, on ne peut pas aimer des institutions qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il faut que tous les jeunes, dans le courant de leur scolarité, aient pu visiter les lieux où la loi est fabriquée. L'Assemblée nationale, le Sénat, ça pourra pas être tous les jeunes, mais aller dans leur mairie, rencontrer un élu local ou national, parler avec eux, que tout ça devienne plus incarné. Vraiment, tout dernier point sur la question de l'inutilité du vote. Je pense qu'il y a un énorme défi autour de la pédagogie sur l'action publique, qui évidemment est complexe et vaste, etc. Et cette complexité, on ne peut pas la nier. Et je pense qu'en prenant une métaphore cinématographique, en fait, il faut rétablir le plan intermédiaire. Beaucoup de gens qu'on a entendus, en fait, étaient perdus entre le micro de leur vie quotidienne et le macro des chiffres des politiques publiques, du systémique, etc. Il faut réussir à retrouver une pédagogie de l'action publique qui soit à un niveau intermédiaire, à un niveau méso. Voilà, je m'arrête là. Merci Laurence. Nicolas, les sociologues n'aiment pas toujours faire des recommandations, c'est pas tellement dans l'éthos professionnel, mais quand même... Je vais essayer de ne pas complètement botter en touche, Marc-Olivier, mais j'aurais quand même rebondir sur quelque chose qu'a dit Laurence, qui est de Nervaux, qui est extrêmement important. C'est-à-dire, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il s'est engagé pendant le Covid, il dit non, rien, mais voilà, bon, j'ai quand même apporté les courses à ma voisine. Et ça, c'est vraiment un problème qui, je pense, à comment est-ce qu'on analyse et comment est-ce qu'on capte l'abstention. Parce qu'on a des méthodes dans les sondages ou dans les enquêtes électorales aussi, par des questions fermées. Et les questions fermées, elles ferment aussi les possibles et elles ferment aussi l'entendement. Est-ce qu'on est apte, réceptif ? On comprend les questions quand on est déjà sensibilisé aux enjeux politiques. Alors que les méthodes un peu par immersion, comme ça, vont permettre de faire saisir des choses et les travaux que j'ai trouvé les plus intéressants, essayer de passer par un détour pour aborder la question de l'abstention. Et c'est comme ça qu'on identifie ces formes de continuum de participation, de non-participation. Et ça vaudrait pour la lecture aussi. Est-ce que vous lisez ? Les gens vous disent non. Et puis, est-ce que vous pouvez me décrire votre vie ? J'ai regardé le programme télé, donc vous avez lu. J'ai fait une liste de courses, vous avez lu. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des décalages qui sont liés aussi à ce qu'on a une vision très scolaire des attentes, des personnes qui posent des questions. Et ça, c'est un frein aussi à la compréhension de la vie des gens et des leviers, éventuellement, pour mobiliser. Donc une fois cette toute petite parenthèse méthodologique faite, il y a à mon avis dans la question, est-ce que si on crée des enquêtes en ligne, etc., on va arriver à renouveler l'intérêt pour la chose publique, pour la démocratie ? Moi, je pense que bien sûr, tout ce qui peut encourager des formes de participation citoyenne par la pluralité des vecteurs, des modalités qu'on peut connaître est positif et bon à prendre, sans aucune discussion. Par contre, c'est la même chose que sur la procuration, c'est qu'il faut veiller aux effets de bord en termes de capacité différenciée à s'en saisir dans la population et ne pas faire en sorte que finalement on se retrouve à innover dans des entre-soi qui sont très stimulants, très dynamiques, mais aussi qui vont contribuer à des fractures que par ailleurs dont on peut être conscient et qu'on peut dénoncer. Donc c'est toujours la difficulté des formes, et c'est pas du tout l'enquête dont tu parlais, c'est, je veux dire, les formes de participation un peu innovantes qu'on va trouver dans les conseils de quartier, dans tout un ensemble de lieux. En fait, leur analyse montre quand même très souvent ces effets de bord et cette captation par des groupes qui ne sont pas forcément les plus défavorisés des quartiers dont on parle. Il en va de même des dispositifs de mixité dans les grands établissements d'éducation supérieure. Enfin, là, c'est qu'à mon avis, il y a une grande inventivité dans le renouvellement des formes de participation à la collectivité et on a des effets d'apprentissage dont on peut se saisir pour faire mieux tous ensemble. Je pense que c'est vraiment le sens, en tout cas, de ma réflexion. Et le dernier point, et là, qui est juste une manière d'essayer de tirer une conséquence pratique d'un point que j'ai évoqué
sur l'importance des collectifs de travail, par exemple, en termes de mobilisation. C'est de bien faire attention au fait que la participation électorale ou la probabilité d'aller participer, elle est liée au fait qu'il y ait des enjeux. Et ça, je pense que c'est tout à fait évident. C'est-à-dire que les politiques, à un moment, qui sont proposés, l'offre, pour le dire simplement, doit être en capacité de répondre à des enjeux très concrets, très centraux dans la vie des gens. Un exemple, vous avez un delta en France énorme entre la partie de la population qui est éligible à un logement social et celle qui peut de fait en obtenir un, avec des crispations énormes parce que c'est tellement central dans la vie des gens en termes d'accès au travail, en termes de fondation d'une famille, etc., que là, vous avez des enjeux de politique publique très concrets qui pourraient faire sens dans la trajectoire de vie des gens. Et à mon avis, là, toucher des enjeux de ce type-là, un peu entre la mondialisation et puis ce qui se passe dans mon pâté de maison, il y a des enjeux de structuration de la société et puis aussi, c'est en partie ce qu'on fait aujourd'hui, de recréer des formes d'éducation populaire, des formes, encore une fois, de participation élargie sur les enjeux politiques dans le quotidien des interactions ou dans des formes de formation adressées au-delà, par exemple, du cadre scolaire. Merci. Alors, on va vous donner la parole. Je vais m'adresser d'abord au Conseil nancéen de la jeunesse. Je vous donne la parole pour la première intervention de la salle. Et puis après, manifestez-vous. On va faire circuler les micros. À vous. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Alors, en fait, je vais expliquer un petit peu la démarche déjà du Conseil nancéen de la jeunesse et le cadre de cette intervention. Ça fait bientôt maintenant 1 mois que nous travaillons un peu sur ces rencontres. Et nous avons, la semaine dernière, ouvert ce qui a été nommé collectivement un hackathon pour travailler sur ces questions-là et donner la parole directement aux jeunes. Donc je ne m'exprimerai pas en mon nom propre, mais au nom des participants, dont je salue d'ailleurs la présence de certains dans l'Assemblée. Et si les débats ont été extrêmement riches dans le fond, une question est essentiellement ressortie, c'est une question de forme, et de forme de la question qui est posée aujourd'hui. Comment conjurer l'abstention ? Le vocabulaire est déjà très connoté, à la fois quasiment religieusement, et pousse à une diabolisation, par le terme de conjurer notamment. Et de ce fait, et c'est déjà ce qu'on aperçoit dans le débat public aujourd'hui, dans les médias, qu'importe leur forme, l'abstention est particulièrement diabolisée, pointée du doigt, et mène à une culpabilisation des abstenants. Et en tant que jeunes, forcément, nous, on se sent un peu plus ciblés, puisqu'on le sait statistiquement, les jeunes sont bien plus représentés dans les abstentions. Seulement, on peut le voir avec des conseils comme le Conseil nancéen de la jeunesse, l'engagement des jeunes n'a jamais été aussi fort et politique sur le terrain, et notamment sur ces nouvelles formes de démocratie. Donc, la question c'est, ne devrait-on pas plutôt s'attaquer aux raisons de l'abstention au lieu de s'attaquer à l'abstention eux-mêmes et aux abstenants eux-mêmes? Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole dans la salle? Oui, madame. Est-ce qu'on peut apporter un micro devant, là, qui fait circuler les micros au deuxième rang? Ah voilà, très bien. Merci, jeune homme. On vous écoute, madame. Oui, j'ai été interpellée par une remarque de monsieur Duvou qui parlait de conversation politique. Et alors, je vais être un peu historique. J'avais 15 ans en 68 et le slogan en 68, c'était « élection piège à con ». Et à ce moment-là, moi, j'avais la majorité à 21 ans. Et je ne me suis inscrite sur les listes électorales qu'à 23, 24 ans. Quand je suis arrivée à la mairie de Dijon pour m'inscrire, on m'a dit il est quand même temps que vous veniez. J'ai dit écoutez, je peux aussi repartir. Et pour moi, c'était déjà le début de ma conversation politique, parce que l'abstention piège à con, c'était déjà pour moi un message politique et je m'intégrais dans cette démarche. Actuellement, je vote. J'ai même fait partie d'un collectif citoyen, mais je suis aussi très partisane du vote blanc. Et le vote blanc n'est absolument pas comptabilisé, n'est pas pris en compte, et il est quand même le reflet de quelque chose. Si l'année prochaine, j'ai le choix, ou dans quelques années, entre Darmanin et Le Pen, je voterai blanc. Donc, je pense que là aussi, il y a quand même des questions à se poser sur cette conversation politique. Merci. Comme ça, le vote blanc s'est exprimé, et on n'est pas obligé de parler à votre place, j'en suis très heureux.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la salle? Tout le monde n'est pas abstentionniste, oui, mademoiselle? Bonjour, j'avais juste une question concernant le vote obligatoire. Est-ce que ça peut être également une solution contre l'abstention? Merci beaucoup. Merci de cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, moi, juste une question. Alors, Madame de Nervaux et Monsieur Duvaux, vous avez tous les deux parlé un peu de l'éducation et de cette partie-là et de l'intégration pour Monsieur Duvaux, de l'intégration dans le travail notamment, en relation avec l'abstention. Ma question était, est-ce que il faudrait pas travailler aussi au niveau des établissements scolaires pour avoir une réelle éducation entre guillemets à la politique et en fait nous former en tant que jeunes. Alors moi je suis en première année là maintenant en études supérieures, mais je quitte le lycée. De par mes spécialités en terminale, j'ai été amené à travailler sur des sujets politiques, mais en fait d'autres ne le font pas et donc ne sont pas formés à la politique et arrivent à la majorité, mais n'ont pas pu se construire d'opinion en fait parce que l'établissement scolaire ne leur a pas permis et l'éducation nationale ne leur permet pas. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à travailler aussi sur ça au niveau des établissements scolaires, mais peut-être depuis, dès le collège et pas forcément au lycée? Merci. Merci. À propos des établissements scolaires, donc en fait, on a commencé hier matin l'ensemble de ce cycle par un atelier avec des lycéens et un atelier délibératif où on apprenait aux lycéens qu'est-ce que c'est que voter sur un projet et surtout qu'est-ce que c'est que faire des amendements à un projet. Et le sujet qu'on leur a soumis, c'était faut-il ouvrir le vote à 16 ans? Et donc je vous donne le résultat de leur délibération. Donc ils ont délibéré entre eux, fait des amendements, etc. Parce que souvent, c'est une proposition qu'on fait. Là, c'est pas émergé dans la discussion, mais de dire pour lutter contre l'abstention, il faut ouvrir le vote à 16 ans. Mais Madame a dit tout à l'heure qu'elle s'était inscrite un peu plus tard sur les listes électorales. Et en fait, c'est ce qu'on observe en sociologie de la jeunesse, ce qu'on appelle la socialisation politique progressive. C'est-à-dire que ce n'est pas à 18 ans et un jour qu'on devient complètement investi dans la vie politique. On le découvre progressivement à travers ses études, ses expériences, ses rencontres, ses sentiments d'injustice aussi, je crois. Et donc, en fait, on devient vraiment actif politiquement plutôt à 24, 25 ans, quand on s'installe finalement dans la vie. Bref, la réponse des lycéens, je vous la livre, c'était non, pas d'ouverture de vote à 16 ans, en tout cas pas pour les élections nationales, 16 ans peut-être pour les municipales, 17 ans pour les départementales, 18 ans pour les élections nationales, et on n'a pas parlé des européennes, malheureusement. Je ne sais pas si ça nous amène à 21 ans, mais c'était très intéressant, je trouve, comme expérience. Alors, on va répondre aux 4 questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de trop culpabiliser les jeunes? Le vote obligatoire, une meilleure éducation civique et démocratique, disons, à l'école. Et puis, finalement, sur le vote blanc, vos réactions. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir isolé votre question. C'était plus une réaction. Qui veut commencer, Laurence? Allez, je me lance. Sur la question de la culpabilisation, je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu. Et le fait de dire traitons les causes profondes plutôt que les symptômes. Et je vous rejoins totalement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand on a affaire à des gens qui décrivent leur propre situation, leur propre vie en disant « je me sens perdu, je me sens sur un fil, je me sens comme un pion », ça n'a pas de sens. Le procès en irresponsabilité qu'on leur fait souvent n'a pas de sens. On est à côté de la plaque. Donc là-dessus, je vous rejoins complètement. Et de toute façon, la culpabilisation, elle ne fonctionne pas. Donc il faut plutôt travailler effectivement sur les causes profondes et puis donner envie plutôt que culpabiliser. Ça me paraît évident. Du coup, je vais aller directement à la question sur l'éducation. Je pense effectivement que c'est absolument central et je voudrais faire le lien avec ce qui a été dit ce matin. On a beaucoup parlé de représentation, de représentativité. Dans les 12 heures d'écoute avec des abstentionnistes qu'on a menées pendant notre enquête, une des expressions qui est revenue le plus souvent, une des phrases qui sont revenues le plus souvent, c'était « je ne me suis reconnue à 100% dans aucun des candidats ». Le problème, c'est que
voter, ce n'est pas ça, évidemment. Moi non plus, je ne m'étais pas reconnue à 100% dans aucun des candidats. Enfin, voilà. Et là, on touche à la théorie de la représentation, qui ne peut pas être une représentation miroir. Par définition, on ne peut pas avoir... on ne peut pas tous trouver notre clone dans l'Assemblée nationale ou dans une autre instance. Et là aussi, c'est intéressant d'ailleurs de faire le parallèle avec le monde de la consommation. Je pense que ce phénomène, c'est en fait un glissement de notre rapport à la consommation vers notre rapport à la politique. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, on est dans une consommation de l'hyper-personnalisation. On peut tout choisir, on peut tout personnaliser. Les options de sa voiture, les ingrédients de sa salade, les caractéristiques de son copain ou sa copine sur Tinder. Voilà. Donc pourquoi finalement on ne pourrait pas customiser son candidat et qu'il soit exactement comme on veut ? C'est ça qu'on a entendu en fait. Donc ça, je vous rejoins. En fait, ça nécessite de travailler sur cette notion de représentation parce que le fait qu'on ne puisse pas avoir une représentation miroir, c'est pas si intuitif que ça. Et moi, moi aussi, je l'ai appris pendant mes études supérieures, en fait. Et ça résiste un peu au début. C'est pas si évident. Donc, effectivement, je pense que c'est très important qu'on soit amené à cette notion de la représentation et du saut qu'il y a dans la représentation beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus généralisée. Et puis, du coup, pour en venir aux 2 questions sur des mesures techniques, vote obligatoire, vote à 16 ans. Le vote obligatoire, vous aurez sans doute compris que pour moi, là aussi, c'est un peu à côté de la plaque. On a tendance à, quand on prique derrière, le problème, c'est un sentiment d'impuissance, de défiance, de désarroi, etc. Enfin, je pense que ce serait assez largement inopérant. Et un peu pour la même raison, le vote à 16 ans, je pense que ce serait une sorte de fuite en avant pour se rassurer, mais en fait, on créerait peut-être plus d'abstentionnistes sans avoir vraiment répondu au problème. C'est peut-être une réponse un peu rapide, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est pas loin d'être mon point de vue. Merci. Peut-être Jean-Daniel et puis Nicolas. Bon, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Laurence. Évidemment, si les abstentionnistes ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou les conséquences de ce que pourrait être leur acte de ne pas se déplacer pour aller voter, peut-être que la culpabilisation pourrait être opérante. Mais ils le font en pleine conscience. Donc, dire à quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'il a fait, qu'il a fait une bêtise, au mieux est inopérant, au pire est dévastateur, parce qu'en plus, les électeurs abstentionnistes se disent « il se moque de moi » et décidément, il n'a pas compris. Et vous pouvez voir qu'en général, au soir du premier tour, les responsables politiques font un appel aux abstentionnistes en disant « vous n'êtes pas allé voter au premier tour », venez au deuxième tour, parce que quand même, il y a un grand danger ou un grand enjeu, et en général, ce type de propos est profondément inopérant, parce que les citoyens voient globalement ce qui a pu se passer, et en tout cas, on le voit au cours des dernières élections. Le deuxième aspect sur le volet vote obligatoire, vote à 16 ans, enfin en tout cas ces 2 aspects-là, vote obligatoire, on l'a jamais, en tout cas d'un point de vue d'opinion, identifié comme étant une demande qui était exprimée de la part des citoyens, même de la part de ceux qui sont inquiets à l'égard du fonctionnement de notre système démocratique ou des perspectives que l'on peut avoir. Et le vote à 16 ans, ce qui est un peu déstabilisant, c'est que dans les enquêtes qu'on mène, même aujourd'hui, auprès de la jeunesse, si on l'englobe de manière globale, ça n'est ni une demande spontanée massive, ni même un souhait majoritaire de la part des jeunes qu'on est amené à interroger de 16 à 18 ans. Donc c'est une attente qui n'est pas une attente aujourd'hui, en tout cas qui vient traverser globalement l'ensemble de la jeunesse, avec effectivement le risque, quand on entre dans cela, est une augmentation de l'abstention. Le troisième point, effectivement, les questions de socialisation préalable et d'apprentissage de ce que peut être notre système démocratique, notre fonctionnement, l'histoire de notre pays, et qui permettent de pouvoir non seulement inciter à aller voter, mais également à comprendre ce que peuvent être les enjeux de la démocratie, la manière dont ceci peut fonctionner, sont absolument essentiels. Alors, et peut-être que ça peut même aller plus loin que la question de la simple participation. Laurence y faisait référence tout à l'heure, il y a une augmentation de la violence à l'égard des élus qui se manifestent. C'est vrai. Mais ce qui est encore plus perturbant d'un point de vue d'opinion, c'est que la condamnation
de la part des Françaises et des Français qu'on est amené à interroger à l'égard de ceux qui ont recours à la violence à l'égard des élus est quand même ténue. Alors, il n'y a pas forcément un encouragement, il n'y a pas forcément une acceptation complète, mais il y a ce qu'on pourrait qualifier d'une forme de compréhension de ce qui amène les individus à adopter, certains individus à adopter ce type de comportement. Donc il y a les comportements en eux-mêmes et il y a la pression, entre guillemets, de l'opinion qui n'apparaît pas comme étant aussi importante que cela. Donc plus il y aura une compréhension de ce que peuvent être les enjeux aujourd'hui de la démocratie et d'une démocratie représentative, qui est notre système politique à l'heure actuelle, plus il y aura une possibilité de pouvoir se déplacer pour aller voter. À l'issue du mouvement des Gilets jaunes, quand on a été amené à interroger les Français sur ce que pourraient être les évolutions institutionnelles auxquelles ils pourraient collectivement aspirer, le référendum d'initiative citoyenne ressort de manière extrêmement nette, donc le RIC, le recours au tout type de référendum, la reconnaissance effectivement du vote blanc ou du vote nul, et également tout ce que peut être des processus de destitution des élus, voire de limitation encore plus de tout ce que peut être le cumul des mandats. Donc on est aujourd'hui face à des enjeux d'une démocratie représentative qui ne donne pas le sentiment d'être pleinement et qui, dans ce contexte-là, participe pour partie d'une forme de désengagement, notamment de la part des électeurs les plus résiduels. Et puis peut-être le dernier aspect, ou peut-être deux derniers aspects, en 1968, il ne m'a pas échappé, il y a eu plusieurs slogans, mais le slogan « Élection piège à con » était présent. Malgré tout, en fait, quand on regarde au premier tour des élections législatives de 1968, on a un taux de participation de 80%. 80% de participation au premier tour des élections législatives, c'est-à-dire qu'on a eu 16 campagnes électorales depuis 1958 autour des élections législatives. C'est le quatrième plus fort taux de participation. Donc, je pense que le slogan était beau, je ne suis pas sûr qu'il a été tout à fait opérant auprès d'une bonne partie de la population française. Enfin, en tout cas, c'est le cas auprès d'une partie de la jeunesse. Et puis, peut-être un autre volet, parce que je ne l'avais pas indiqué tout à l'heure, mais j'ai été extrêmement frappé de cela. Il y a toutes les conventions citoyennes qui sont organisées de manière assez fréquente. Il y en a une convention citoyenne sur le climat, une convention citoyenne sur la fin de vie. Et nous, à Harris, on a été en charge du recrutement à chaque fois des citoyens pour faire en sorte qu'ils soient vraiment représentatifs de la diversité. Dire aux personnes, vous avez la capacité, à travers un modèle qui va être un modèle d'éducation, c'est-à-dire qu'on va vous livrer des informations, des experts qui vont être en désaccord les uns avec les autres sur des grands enjeux. Et vous allez pouvoir, par vous-même, participer de ce processus démocratique et potentiellement législatif, entraîne une implication et une présence et une disposition d'esprit qui est extrêmement surprenante et, par rapport aux enjeux qui nous animent, extrêmement encourageante. Le nombre de citoyens qui sont venus en ayant préparé initialement, en ayant au cours de la convention fin de vie même été voir auprès des CHU, auprès des EHPAD, auprès de l'hôpital de proximité, les responsables, les acteurs locaux, était on ne peut plus impressionnant. Et peut-être même que ces citoyens, si on leur demande est-ce que vous avez fait quelque chose en matière de solidarité, ils vont nous dire non, j'ai rien fait de particulier. Mais que dans la réalité, encore une fois, s'ils sentent qu'il y a un enjeu, s'ils pensent qu'on compte sur eux, qu'on va vraiment les écouter, ces citoyens sont prêts à s'engager. Merci. Nicolas ? Oui, je voudrais juste rebondir sur deux choses qu'a dit Jean-Daniel. La première sur la participation. Moi, j'ai la chance de m'occuper d'une instance très participative avec des personnes en situation de pauvreté, d'exclusion sociale, qui rentrent dans des lieux de pouvoir dont elles sont tout au long de leur vie exclues. Et ça leur procure un sentiment d'utilité sociale, d'anoblissement, on pourrait dire presque républicain. Et je crois que là, on a des formes auxquelles, évidemment, ici, les organisateurs sont très attachés, de renouvellement des formes de la démocratie. Et c'est pas parce que ça ne s'adresse pas à des quantités de gens extrêmement importantes que ce n'est pas significatif.
Dans l'autre sens, je dirais, Jean-Daniel évoquait la question de la violence envers les élus. Et c'est quand même quelque chose effectivement qui doit interpeller, parce que si on regarde aussi ce qui se passait dans le mouvement des Gilets jaunes, malgré la très grande conflictualité des épisodes qu'on a pu, je veux dire, le mouvement a été soutenu dans la durée par une grande partie des Français. C'est-à-dire que la dureté, le désarroi collectif, social, vécu par de larges parties de la population, aujourd'hui, je dirais, pour une large partie de l'opinion, justifie le recours à des méthodes qu'on peut considérer comme violentes. Et donc, ça, c'est vraiment un point, je pense, sur lequel il faut être alerté, parce que dans les Gilets jaunes, il y avait évidemment des enjeux sociaux, mais il n'y avait pas que des enjeux sociaux. Il y avait aussi des enjeux, les 80 km/h, le contrôle technique automobile, qui relevait de ce qui était perçu comme une inflation normative, des contraintes. Et évidemment, qui représente les contraintes ? Sinon les élus, les représentants des pouvoirs publics. Donc je pense qu'il y a là quand même quelque chose sur quoi il faut s'interroger. Après, juste sur ne pas stigmatiser, évidemment, je pense que le fait d'avoir dit à un moment maintenu à l'écart par tout un ensemble d'éléments, des variables lourdes ou des procédures, c'est aussi pour dire, évidemment, ça se fait de l'extérieur. Et je crois que la complexité du phénomène là, c'est de tenir les deux bouts, de dire que ça peut être, on peut être maintenu à l'écart tout en sachant très bien ce qu'on fait quand on ne vote pas. Et donc, en fait, mais ça, la sociologie des classes populaires l'a très bien montré, c'est que parfois, quand vous n'avez pas de ressources pour compter dans une organisation, prendre de la distance, faire un pas de côté, se ménager une forme d'altérité, de séparation, on parle beaucoup de séparatisme, c'est aussi une forme de protection et de maintien de son quant à soi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il ne faut pas être complètement naïf. Il y a une forme d'autonomie aussi dans la mise à distance des institutions. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir beaucoup encore de réflexions. Et deux derniers mots, un sur l'école et d'autres sur le vote à 16 ans. Je ne vais pas parler de toutes les procédures qui ont été évoquées. Sur l'école, il est évident que la socialisation politique, elle se fait dans les premières années de vie, tu l'as évoqué très très justement, après la majorité, elle se fait aussi dans la famille, où évidemment la famille, Durkheim disait, c'était le séminaire de la société, c'est aussi le séminaire de l'apprentissage de la politisation, des cadres, pas forcément des opinions, mais au moins des cadres, et puis aussi éventuellement des opinions discibles, indicibles. Et donc, évidemment, l'école, elle peut toujours avoir ce rôle de compenser un tout petit peu les inégalités de ce qui est transmis par la famille. Et donc ça, on le sait en matière scolaire, on le sait en matière culturelle, et ça vaut, à mon avis, aussi en matière politique. Et juste pour le plaisir d'introduire une note dissonante, moi, sur le vote à 16 ans, je dirais c'est pas parce que les jeunes n'en veulent pas, si je comprends bien, ou pour qui, pas parce que c'est pas une préoccupation exprimée, que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut pas pousser, ne serait-ce que pour changer un tout petit peu le rapport de force générationnel qui, en matière de participation électorale et en conséquence en matière de droits sociaux, est aujourd'hui quand même un des enjeux absolument centraux de notre société. Donc si cette procédure peut donner un tout petit peu de marge de pouvoir dans la confrontation démocratique aux jeunes générations, et que ce ne soit pas que les intérêts sédimentés du passé qui prédominent, écoute, pourquoi pas. Merci. Je vais redonner la parole au Conseil nancéen de la jeunesse. Alors du coup, je voulais rebondir sur juste deux choses. Alors la première chose sur le vote à 16 ans, puisque nous, on accueille des jeunes à partir de 16 ans, et la question a forcément été discutée à un moment. Effectivement, ils ne sont globalement pas demandeurs du vote à 16 ans. Par contre, ils sont demandeurs d'un pouvoir politique. Et c'est quelque chose qui est complètement différent. Ils veulent participer à la vie politique, mais par contre, il y a une désillusion assez claire sur la question du vote et de la délégation de leur pouvoir politique. Et justement, ça c'est le deuxième point, c'était sur le vote obligatoire, puisqu'on l'a abordé justement pendant nos réflexions la semaine dernière. On l'a abordé sur deux angles. Le premier, c'est sur la constatation au niveau international. On le voit en Belgique et dans d'autres pays européens, où le vote obligatoire n'a pas empêché l'abstention. Il existe toujours une abstention, ne serait-ce que parce que, d'un point de vue administratif, c'est trop compliqué de toute façon de réprimer les abstenants. Et l'autre chose, c'est d'un point de vue purement philosophique, ça a été une des réflexions qu'on a eues. Voter dans un système représentatif, comme aujourd'hui, c'est déléguer son pouvoir politique. Rendre obligatoire le vote, c'est rendre obligatoire le fait de on va dire, délesté de son pouvoir politique. Et d'un point de vue philosophique, ça paraît, une fois qu'on l'a verbalisé comme ça, assez aberrant.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention dans la salle? Oui, on va vous écouter. Peut-être juste plutôt une remarque par rapport aux outils de vote que vous avez évoqués dans vos interventions. Je suis élue en charge des solidarités à la ville de Nancy et pour être au contact régulièrement des personnes en situation de grande précarité, j'ai été surprise en allant en maraude, par exemple, d'avoir des conversations politiques avec ces sans-abri qui ne votent pas clairement parce que c'est trop complexe. C'est exactement la même chose en milieu carcéral. Et je pense qu'il faudrait vraiment s'intéresser à ces minorités, pour autant qu'ils ne votent pas. Et d'un autre côté, le constat que nous faisons, c'est que souvent nous sollicitons les citoyens et que beaucoup répondent par voie numérique. On est même surpris parfois de la moyenne d'âge qui répond par voie numérique. On parle de fracture numérique, elle est réelle, mais pour autant, beaucoup répondent à nos enquêtes par voie numérique. Et je pense qu'une simplification de l'outil de vote et une moindre stigmatisation, comme vous disiez, aller à la gendarmerie ou à la police, c'est toujours un peu stigmatisant malgré tout. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui nécessaire. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. Avant de poser ma question, je voulais juste me présenter. Je suis chargée de participation citoyenne. Je suis arrivée à ce poste de manière assez aléatoire, parce que je n'ai pas du tout fait les études pour. Et je suis issue d'un milieu très éloigné des institutions. Donc ma question est la suivante. Vous avez parlé de solutions par rapport à la table ronde, d'un effet d'entraînement par rapport à l'engagement, qu'il fallait essayer de raccrocher les gens au collectif. Et ma question, c'était quelles sont vos solutions pour accrocher les gens au collectif? Merci. Alors, Laurence. Ça s'adresse à moi. Donc dans ce que j'appelais tout à l'heure le continuum de l'engagement, on a des données sur des modalités d'engagement aussi diverses que voter, bien sûr, mais aussi signer une pétition, participer à une manifestation, contacter un élu, ou bien aussi boire un café avec un voisin ou aider un voisin. Voilà. Et justement, en se concentrant sur cette dimension de l'engagement local et de proximité, je pense qu'une des premières étapes pour enclencher une sorte d'engrenage de l'engagement, c'est de le reconnaître et de le valoriser. Je sais qu'il y a des communes en France, des petites communes où c'est le cas, où il y a quasiment même des labels du bon voisin, ou voilà, et c'est des choses que les gens ont chez eux et dont ils sont fiers, et qui, en fait, c'est des toutes petites choses qui permettent où ça peut donner lieu à une petite fête à la mairie ou quelque chose comme ça, qui tout d'un coup vous rend visible, vous donne un sentiment d'utilité sociale. Là aussi, ça peut être ça ou plein d'autres choses, hein, mais c'est d'abord visibiliser et aller chercher ce sentiment de reconnaissance, en fait. Et parce qu'on sait, en fait, là aussi, il y a beaucoup de recherches qui montrent ça, que il y a un effet de l'ordre du cercle vertueux entre l'engagement effectif à un niveau individuel et la confiance à la fois au niveau interpersonnel et dans le collectif. Plus je vais être engagé au niveau local, plus il est probable que j'ai confiance dans différentes institutions, dans les journalistes, dans les scientifiques, dans les politiques. Donc ça va très loin, en fait, cette dynamique d'engagement. Nicolas, tu veux intervenir ? C'est un peu pour conclure, parce qu'on va arriver à la fin de notre conversation. Oui, ce serait une manière de redire ce qui était juste le point de rappel de ces analyses très classiques sur, encore une fois, les variables lourdes, de ne pas isoler l'abstention des autres rapports sociaux, des formes d'inégalité. Et là, pour le coup, c'est dans l'autre sens. Il y a des organisations dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation populaire. Il y a tout un ensemble de médiations qui assure un lien entre, on va dire simplement, le destin individuel et la chose publique. Et ça ne s'appelle pas forcément des organisations à vocation politique, mais néanmoins, elles jouent ce rôle de traduction, de médiation et d'entraînement. Et ça, je pense qu'on peut aussi avoir cette vision un peu en transversalité pour se dire c'est peut-être là aussi des leviers de renouvellement de la participation électorale. Oui, Dominique Potier, qui était sur la table ronde ce matin, disait qu'il avait été formé par les mouvements d'éducation populaire. Je trouve que c'était un très bon exemple justement de ce type de médiation qui reste tout à fait utile
aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette conversation. Nous allons laisser la place à la table ronde suivante qui concerne la citoyenneté locale, nouvelles frontières de la démocratie, qui sera animée par Pauline Véron. Et donc, je remercie la régie pour les micros et les slides qui étaient parfaitement ajustés dans le tempo. Et merci à vous tous d'avoir écouté notre conversation. Merci à nos invités et bonne suite de colloque.